travers nous. Au tournant de l'année 14, la haine est une vertu patriotique, j'ai pas peur de le dire. Se moquer des empereurs à plumes d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, c'est le sport national des cocoricots. Chez nos récents alliés, les Russes, tout le monde porte des gants blancs, même le tsar. Notre président de la République, à nous, tiré à 4 épingles, est le prince des élégances. Alors que le roi d'Angleterre, lui, est attifé comme tout le monde. Avec Léon, on aurait adoré qu'il mette sa couronne. On est drôlement déçus, il a juste une casquette. Quand la guerre nous tombe dessus, c'est comme une pluie d'été. D'abord, on pense passer entre les gouttes. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche est assassiné dans une ville lointaine des Balkans. Cet événement nous projette tous dans la guerre. L'Autriche en a après la Serbie, la patrie de l'assassin de Franz Ferdinand. Elle compte sur le soutien de ses puissants cousins allemands. À cet instant précis, le monde bascule. Le 28 juillet 1914, c'est plié. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Tout s'enchaîne. La Russie, alliée de la Serbie, signifie la guerre à l'Autriche. L'Allemagne dit son fait à la Russie. La France, alliée des Russes, appelle à la mobilisation. L'Allemagne nous déclare la guerre. Et nous lui déclarons la guerre en retour. La nation sera défendue par tous ses fils. Et moi, je déclare la guerre à ma vie. Après, je ne serai plus jamais le même. Et dans une même foi patriotique, vive la France! Guerre à l'Allemagne! Nous voilà au milieu de la grande galère, sans même comprendre pourquoi. À l'époque, je pense que seul cet homme peut inverser la situation. J'aime sa voix, c'est celle d'un grand pacifiste, Jaurès. De retour d'Allemagne, il affirme que jamais les ouvriers allemands ne feront la guerre aux ouvriers français. Il est assassiné à peine son discours achevé et enterré le jour de l'entrée en guerre. Au café Le Croissant, où il a été tué, on conserve encore sa table et sa chaise. Vous levez votre guerre. Vous devez être content. Du jour au lendemain, les hommes de 20 à 45 ans abandonnent tout. Ils partent par devoir, dans l'espoir d'une guerre rapide. Le temps de sortir le fusil, puis de revenir. C'est le moment du départ. La gaieté est dans les yeux de ceux qui nous acclament, pas dans notre regard, ça se voit. Des dames nous applaudissent alors qu'on défile devant les tables de bistrot. Certaines s'évanouissent. Le départ joyeux, fleur au fusil, croyez-moi, c'est de la blague. Un doux fantasme de la propagande, repris par le cinéma d'après-guerre. Bien sûr, les vivas existent. Déjà, en ce temps-là, c'est l'événement d'être filmé pour les actualités. S'enrôler, c'est d'abord quitter son trou et porter l'uniforme. Surtout pour de jeunes étourdis avides d'aventure comme nous. Et puis, c'est l'espoir d'une escapade qui tourne au cauchemar. Alors on se fait notre petit cinéma. On rêve de mordre dans la vie et dans une bonne viande. On s'imagine les conditions de vie du soldat d'un luxe inouï. C'est comme ça que nous sommes partis. Peu enviés, certes, mais beaucoup admirés. En Allemagne, c'est pas le même topo. Nous, déjà avant-guerre, on a remarqué que l'empire prussien pan-germaniste craquait ses coutures. Nos colonies nous rendaient forts, eux, ils n'en avaient pas. En 1914, l'Allemagne se sent encerclée de nations hostiles. Elle en est d'autant plus militariste. Ce militarisme peut même atteindre les enfants. Dans les cours de récréation et les camps d'entraînement, ils portent les armes. Pas toujours en bois. Et puis, il y a un passif. La France considère qu'elle est amputée par la Prusse de l'Alsace et de la Lorraine. On est tous des Alsaciens lorrains. Depuis 1870, la blessure est à vif. Qui peut me répondre? Moi, Rémi. Napoléon III. Napoléon III, très bien. Donc en 1870, à Sedan, Napoléon III a perdu la guerre contre l'Allemagne.
Marc s'écrit avec CK. Nous conserverons à la France une affection filiale jusqu'au jour où elle viendra reprendre enfin sa place. Nos frères d'Alsace-Lorraine affirment leur volonté de rester français. Un film marque durablement les écoliers. Sur les images, une jolie poupée à coiffe gigantesque raconte qu'elle compte sur les élèves pour être libérée de l'aigle noir germanique. Puisque c'est l'heure de la revanche, on ressort les bardas et les uniformes. On s'aperçoit, Léon et moi, que les Français sont restés les mêmes, question panoplie du soldat, depuis la guerre précédente. On a des pantalons rouges, voyant à 100 mètres, hérités des dragons de Napoléon. Ah oui, on n'est pas vraiment à la pointe. Moi, j'ai la dégaine d'Anatole Fricotard, mon préféré des pieds nickelés. Grand, myope, les cheveux coupés en brosse. Pour partir, les plus chanceux dégotent des chevaux ou des vélos. Mais pour le gros de la troupe, c'est la rengaine. À pied. En partant, on laisse nos femmes derrière nous. Elles nous remplacent au champ. Marthe, je l'ai épousée en 1913, au seuil de cet enfer. La poussière. Elle est institutrice et depuis 14, elle est aussi au champ. Léon n'est pas marié, c'est un coureur. À toi, Marthe, je tire mon chapeau, à défaut du casque qui me manque. Ce 4 août 14. Ce jour-là, j'ai le calendrier qui s'emballe.